J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Holchaud, qui nous fait l'amitié de venir depuis Caen pour s'exprimer devant vous ce soir. Et je suis heureux de voir que le public est nombreux dans les circonstances actuelles. Nicolas Holchaud a soutenu une thèse à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, consacrée à la polyurcétique, à l'art des fortifications, et plus particulièrement à ce qu'il appelle, je crois, l'enclôture de Caen. Il pourra en dire deux mots s'il le veut tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'évolution des fortifications, des remparts de Caen et l'organisation de l'urbanisme autour de ces remparts, à l'intérieur de ces remparts. Mais ce n'est pas de ce sujet qu'il va nous parler ce soir, c'est un sujet annexe, un personnage qu'il a rencontré à l'occasion de ses travaux de thèse, Jacques III, Goyon de Matignon, personnage qui, pour nous, Normands et Cotentinais, a peut-être un écho davantage, et il m'a paru intéressant en écoutant Nicolas à Caen lors d'une précédente conférence, il m'a paru intéressant de l'inviter à Valogne et vous parler un petit peu de Jacques III de Goyon-Matignon, ce qu'il va faire maintenant. Je lui cède la parole. Alors merci beaucoup d'être là, vous êtes nombreux, je suis très honoré d'être ici. Merci bien sûr à Stéphane et aux autres organisateurs de m'avoir invité à m'exprimer devant vous ce soir, non masqué. Merci. Donc à Valogne, dans ce Versailles normand, que le personnage dont je vais vous entretenir pendant une petite heure et demie qui va suivre a dû certainement traverser maintes fois au galop pour se rendre à La Hougue ou à Cherbourg ou dans tout autre endroit du Cotentin où l'urgence militaire l'appelait. Et du reste, Jacques III de Matignon, puisque c'est de lui dont il s'agit, passait régulièrement d'un Versailles à l'autre, si je puis dire, puisque c'est fréquemment, au galop encore, qu'il se rendait au Versailles, voici francilien, pour faire sa cour au roi Louis XIV. Et alors c'est en effet, c'est mieux que comme ça, d'un courtisan et d'un homme de guerre dont je vais vous parler, d'un homme qui a mené de front deux carrières, une carrière, je dirais, d'aristocrate et une carrière d'officier militaire. Donc deux carrières qui se sont répondues l'une l'autre, mais dont le dénominateur commun a été, je le crois, en un sens, l'exploitation de principes stratégiques et tactiques. Alors avant d'évoquer son activité militaire, je me propose dans un premier temps de vous donner un aperçu de la trajectoire d'aristocrate de Jacques III, Goyon de Matignon, que par souci de concision, j'appellerai Jacques III tout au long de ma présentation. Alors Jacques Goyon, ou Gouyon de Matignon, troisième du nom, naît au château de Torigny, Torigny-les-Villes aujourd'hui, le 28 mai 1644, il y a exactement 376 ans. Il est le 8e des 12 enfants de François de Matignon et Anne Manon-de-Bercy. Alors François ici, que vous voyez sur ce tableau, qui a été vendu récemment aux enchères à Cherbourg en 2018. Alors, vous le voyez, il est représenté saint du cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. C'est un ordre chevaleresque dans lequel il est reçu en 1661, à l'âge de 54 ans. C'est donc un homme d'âge mûr, qui est père de notre Jacques III depuis déjà 17 ans. Et puisque j'en suis à vous parler des ascendants de Jacques III, je me dois de vous présenter son arrière-grand-père, qui s'appelle Jacques II, Jacques II Goyon de Matignon, qui, du temps de Jacques III, est alors un petit peu l'icône familiale pour les Matignon de Basse-Normandie, l'honneur de sa maison et le prodige de son siècle, comme on disait de lui. Et mort en 1597, à près de 66 ans, Jacques II traverse exactement 2/3 du XVIe siècle, il sert sous 6 rois, et il est récompensé notamment pour son action en Basse-Normandie durant les guerres de religion, en étant fait chevalier donc, des ordres du roi et maréchal de France en 1579. Bref, c'est un Matignon emblématique qui propulse sa famille, sa maison dans l'entourage du roi de France et auquel ses descendants ne manqueront jamais de se référer.
En effet, l'émulation familiale est un puissant moteur qui semble avoir particulièrement animé notre Jacques III en l'occurrence, puisqu'il va s'employer sa vie durant à égaler, voire dépasser en notoriété son illustre ancêtre. Tout comme, du reste, le frère cadet de Jacques III, Charles-Auguste, dont la carrière militaire sous Louis XIV est couronnée par une élévation au maréchalat en 1708. Alors si Jacques III n'a pas eu l'honneur d'être élevé, si vous voulez, à la dignité de maréchal de France, son parcours militaire ne reste pas moins très intéressant, nous verrons tout à l'heure, lorsque nous essaierons de mettre en lumière ce parcours que l'historiographie a eu tendance à négliger. La carrière militaire de son frère Charles-Auguste ayant bien davantage attiré l'attention, alors l'une des principales raisons étant sans doute que Charles-Auguste sert dans l'armée régulière durant toutes les guerres de Louis XIV sous les plus grands capitaines de son temps et surtout sur des théâtres d'opérations européens extrêmement divers, alors que Jacques III, lui, de par ses fonctions, il reste cantonné en Basse-Normandie, où il est malgré tout très utile. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors quoi qu'il en soit, Jacques III, comme tout fils de bonne famille aristocratique non voué à la vie religieuse, est très tôt destiné au métier des armes, puisqu'il a à peine 8 ans, lorsqu'il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, autrement dit l'ordre de Malte, en 1651. Et une fois ces vœux prononcés, puisque l'ordre de Malte est un ordre militaire et religieux, eh bien Jacques III, qui est encore un tout jeune homme, un jeune garçon, prend le surnom de chevalier de Matignon. L'adolescence et la vie de jeune adulte de Jacques III sont a priori assez mal documentées. J'ai trouvé assez peu de pistes pour le moment, mais je continue à chercher. Il semble que vers la fin des années 1650, alors qu'il a une quinzaine d'années, Jacques III effectue un apprentissage militaire comme guidon, petit officier de cavalerie de la compagnie des gendarmes écossais, une compagnie de gendarmerie qui relevait de la maison militaire du roi de France et qui a alors pour capitaine Jacques Stuart, le frère cadet du roi d'Angleterre Charles II. Mais en tout cas, son véritable baptême du feu, Jacques III l'accomplit, semble-t-il, à l'âge de 20 ans, en 1664, en participant donc en qualité de chevalier de Malte à l'expédition du duc de Beaufort contre les corsaires barbaresques à Gigéry. C'est une ville côtière de l'actuelle Algérie, ici entourée en rouge sur cette carte d'époque, où du reste a été figuré en pointillé le trajet de l'armée navale de Beaufort, partie de Toulon, rejointe à Port-Mahon, ici sur l'île de Minorque, par les galères de Malte, et arrivée à Gigéry, ici, le 23 juillet 1664 au matin. Donc un débarquement des troupes françaises y a lieu, c'est ce que vous montre cette gravure, qui est contemporaine de l'événement, et vous distinguez plus particulièrement ici les galères échouées sur la plage, et donc 7 d'entre elles sont de Malte, et les 120 chevaliers qu'elles transportaient ont débarqué pour former leur bataillon, qui est identifiable à l'étendard de l'ordre de Malte, une croix blanche de Saint-Jean sur fond rouge, ici. Et alors, quelque part dans ce bataillon se trouvait probablement notre Jacques III. Si le débarquement réussit, en revanche, l'expédition, dont le but était de former un établissement en Afrique du Nord, se transforme rapidement en fiasco. Après 3 mois de guérilla, les barbaresques, les Maures, parviennent à chasser les Français, qui doivent rembarquer, et le bilan humain est lourd, avec des pertes importantes, notamment parmi les chevaliers de Malte. Bref, l'entreprise de Gigéry est assez désastreuse, et il se pourrait bien que Jacques III y ait échappé à la mort de justesse. Alors de cette époque, donc des années 1660, pourraient dater 3 portraits de Jacques III, qui est alors âgé d'une vingtaine d'années. Donc d'abord ce tableau, qui est non signé, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, où Jacques III, vous le voyez, figure en chevalier de Malte,
donc entièrement cuirassé, avec le plastron orné de la, vous l'avez reconnu, la croix de Malte, cette croix blanche à 8 pointes, ici. Il porte l'épée au côté et il tient dans sa main droite un bâton de commandement qui se détache sur un petit fond paysager, représentant le détail d'une forteresse en flammes, au pied de laquelle on devine la présence d'une baie et ici d'une galère. C'est une probable allusion au siège de la ville de Gigérie. Donc un petit détail relégué à l'arrière-plan pour évoquer un épisode militaire somme toute assez peu glorieux, mais manifestement le peintre a su tirer parti de cet échec cuisant pour donner un très beau portrait de Jacques III en majesté, en chevalier glorieux. Il existait un deuxième tableau, anonyme, qui faisait jadis partie des collections du château de Torigny, où Jacques III, vous le voyez, coiffé d'une lourde perruque à la mode des années 1660, et tenant là encore un bâton de commandement de sa main droite, se détache sur un fond de paysage maritime avec, notez à l'arrière-plan, la présence d'un navire de guerre. Donc il est probable que ces deux portraits aient été réalisés du temps pour commémorer le temps où Jacques III servait en Méditerranée, sous le duc de Beaufort, en 1664, mais pour tout dire, je me demande si le deuxième tableau, donc celui de droite, ne pourrait pas être un peu plus tardif, postérieur d'une dizaine d'années, même si le visage de Jacques III est apparemment encore très juvénile. Par quoi qu'il en soit, ce tableau disparu est à rapprocher d'une belle huile sur toile qui est attribuée au peintre français Henri Gascard, et sur laquelle Jacques III est figuré dans un costume, vous voyez, tout à fait analogue à celui du portrait disparu de Torigny, et dans une pose presque identique. Donc les deux tableaux pourraient bien dater de la même époque, c'est-à-dire le milieu des années 1660, ou peut-être la fin des années 1670, lorsque Jacques III était lieutenant général de Basse-Normandie. Je n'insiste pas. À l'issue de ce qu'on appelle les caravanes, c'est l'expression employée en Méditerranée, et après une intervention signalée au Portugal, Jacques III revient en France, sans doute autour des années 1670, 1670 probablement, c'est à définir un peu plus précisément, et il sert, semble-t-il, pendant la guerre de Hollande, depuis l'ouverture de laquelle, nous dit un contemporain qui en fait l'éloge, il n'y a point eu d'entreprise, de siège ni de combat où il ne se soit distingué par des actions héroïques. Bon, c'est un petit peu vague au fond, mais en tout cas, force est de constater que sa participation à la guerre de Hollande n'est pas documentée comme celle de ses frères Charles et Charles-Auguste, dont les prouesses sont régulièrement rapportées par la Gazette de France. Alors passe en revanche beaucoup moins inaperçu son mariage. En 1675, à 31 ans, Jacques III est relevé des vœux qu'il avait prononcés lors de son entrée dans l'ordre de Malte, et il obtient la dispense qui lui permet d'épouser sa nièce, donc l'une des filles non religieuses de son frère aîné Henri. Il s'agit de Charlotte de Matignon, qui est alors âgée de 18 ans, sur ce beau portrait conservé là aussi au musée des Beaux-Arts de Saint-Cloud. Alors, par ce mariage, un petit peu surprenant, le frère aîné de Jacques III, Henri Matignon, dont les héritiers mâles sont tous morts en bas âge, assure la transmission de son patrimoine au sein de sa propre famille, et notamment le comté de Torigny. Donc sur cette carte ici, en vert, dans sa configuration du XVIIIe siècle, mais peu importe. Donc vous voyez une seigneurie en plein cœur de la Basse-Normandie, au carrefour du Bessin, du Cotentin et du Bocage-les-Rois, qui avait été intégrée au patrimoine des Goyon-Matignon au début du XVe siècle, avec le titre alors de baronnie. Et donc, en épousant sa nièce, Jacques III recueille ce comté, qui est véritablement le fief ancestral des Matignon en Basse-Normandie. Jacques III et Charlotte auront 5 enfants, dont 2 seulement atteindront l'âge adulte, une fille et un garçon, Jacques-François Léonard, promis un bel avenir
comme nous allons le voir tout à l'heure. 2 ans plus tard, en 1677, à l'âge de 33 ans, Jacques III, qui est donc maintenant comte de Torigny, est nommé à la lieutenance générale de la Basse-Normandie par des lettres de commission, dont vous voyez ici les premières lignes, qui détaillent la nature et l'étendue de sa mission. C'est une mission, au fond, assez générale, qui consiste, en résumé, comme l'écrit le roi, à faire dans les bailliages de Cotentin, Duché d'Alençon et Caen tout ce que nous-mêmes ferions et faire pourrions si présents en personne y étions. Alors en fait, c'est encore une fois son frère aîné, et donc désormais beau-père Henri, dont vous voyez ici la statue funéraire, qui, parce que sa santé est défaillante, est autorisé à lui transmettre cette charge. Et cela en survivance. En survivance, c'est-à-dire que Jacques III, avec l'accord du roi, est assuré de succéder à son frère dans ses charges après sa mort. Donc c'est d'abord, si vous voulez, en tant que survivancier que Jacques III exerce conjointement avec son frère Henri cette charge de lieutenant général de la Basse-Normandie. Puis après le décès de son frère en 1682, Jacques III exercera seul cette charge jusqu'en 1713, date à laquelle il la transmettra à son tour en survivance à son fils Jacques-François Léonard, avec lequel il la partagera jusqu'à sa propre mort en 1725. C'est-à-dire que Jacques III occupe de facto la lieutenant générale de la Basse-Normandie, ou, si vous préférez, la lieutenant générale au gouvernement des bailliages de Caen, de Cotentin et d'Alençon, durant 48 ans, de 1677 à 1725, c'est-à-dire pendant presque toute la durée des dernières guerres de Louis XIV. Donc, un rôle militaire de première importance dont nous allons reparler. Alors, ce n'est pas parce que Jacques III, sous l'autorité du gouverneur de Normandie, a commandé militairement la Basse-Normandie durant près d'un demi-siècle qu'il n'a jamais quitté son territoire d'intervention et son château de Torigny. Au contraire, c'est un homme qui, depuis son passage par la maison militaire du roi, est présent à la cour, dans l'entourage de Louis XIV, où il s'évertue à affirmer sa position. Et de fait, il semble jouir à la cour d'un certain crédit, puisque, par exemple, nous voyons qu'en février 1680, le roi le désigne pour être l'un des gentilshommes d'honneur du grand dauphin. Vous voyez ici le portrait. Autrement dit, Jacques III, à l'âge de 35 ans, se retrouve attaché au service du fils aîné de Louis XIV. Évidemment, une place très recherchée par les gentilshommes, vous vous en doutez, aussi bien pour le prestige que pour la pension substantielle qu'elle procure. Preuve peut-être la plus éclatante de la faveur royale dont Jacques III est alors l'objet, le 31 décembre 1688, il est nommé à l'âge de 44 ans chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Et vous avez ici un très beau portrait dessiné de Jacques III, donc vous voyez, ceint du cordon bleu de l'ordre. Et c'est d'ailleurs sans doute en mémoire de cette promotion, et selon toute vraisemblance d'après ou concomitamment avec ce dessin, qu'ont été réalisés les 2 portraits à l'huile que vous avez sous les yeux et qui sont aujourd'hui conservés au Palais Princier de Monaco. Alors à cette époque, Jacques III fait partie des quelques privilégiés, des happy few si vous voulez, que Louis XIV invite au château de Marly, ce qui traduit là encore sa relative proximité avec le roi. Alors vous le savez, les années 1690 sont marquées par la guerre dite de la Ligue d'Augsbourg, certains appellent la guerre de 9 ans. C'est une guerre européenne à laquelle Jacques III participe activement, nous le verrons, en assurant la défense de la Basse-Normandie. Et c'est dans ce contexte qu'en 1694, il est promu lieutenant général des armées du roi. Il a alors 50 ans. Et donc, élevé à ce grade qui est juste en dessous, si vous voulez, de la dignité de maréchal de France, Jacques III intègre le cercle relativement restreint des grands officiers militaires de Louis XIV. Et dans la vie de Jacques III, cette ascension dans la hiérarchie militaire semble avoir été reléguée par
la réalisation d'une ambition que l'on peut vraiment qualifier de dévorante, celle consistant à atteindre le sommet de la hiérarchie nobiliaire. Et Jacques III s'y consacre, tout en s'efforçant d'accroître son assise territoriale. Il va chercher à récupérer, à réunir un maximum de terres et de seigneuries issues du patrimoine de sa famille, donc direct, mais également collatéral. Et voilà pourquoi nous le voyons, donc lui que son mariage avait fait comte de Torigny, nous le voyons en 1697 acheter à l'un de ses frères, Léonore, qui était évêque-comte de Lisieux, la baronnie de Saint-Lô. C'est une baronnie qui se transmettait chez les Matignon depuis 1576. Et rien qu'avec ces deux seigneuries, Torigny et Saint-Lô, Jacques III était assuré d'un revenu annuel de plus de 60 000 livres. C'est confortable. Alors certainement, Jacques III ne crachait-il pas sur l'argent, mais il semble qu'il l'ait envisagé avant tout comme un instrument, parmi d'autres, lui permettant d'accéder à des titres et des honneurs, et ce, dans le but de porter son lignage à la hauteur des plus honorables maisons du royaume. Et de fait, à partir de 1694 et pendant plus de 20 ans, Jacques III va remuer ciel et terre pour tenter d'obtenir les plus hautes dignités, à savoir un titre de prince, ou mieux encore, de duc et pair, c'est-à-dire la dignité suprême qui confère à celui qui en est revêtu divers droits et divers privilèges insignes, comme celui par exemple d'assister le roi lors de son sacre. Alors sa quête de dignité, pour reprendre le titre de cet exposé, Jacques III va l'accomplir en se plaçant dans le sillage de l'une de ses cousines éloignées, Marie d'Orléans, née en 1625, et dont vous voyez ici le portrait à l'âge de 80 ans à la Saint-Trigaud. Marie est la fille d'un frondeur célèbre qui a été gouverneur de Normandie pendant presque 45 ans, Henri II d'Orléans-Longueville. Et son père Henri, s'étant remarié, ayant eu des enfants de sa seconde épouse, Marie d'Orléans doit composer avec deux demi-frères, dont l'un meurt en 1672 et l'autre en 1694. Si bien qu'en 1694, Marie d'Orléans, qui est veuve du duc de Nemours, ex-archevêque de Reims dont elle n'a pas eu d'enfant, Marie, donc la duchesse de Nemours, se retrouve être l'ultime dépositaire du patrimoine tout à fait considérable de la maison des Orléans-Longueville, devenant du même coup l'une des héritières les plus riches du royaume et même d'Europe. Et à ce moment-là, curieusement, nombre de ses parents, proches, éloignés ou même très éloignés, vont se rappeler à son bon souvenir. Et notre Jacques III est de ceux-ci, nous allons le voir. Alors il faut dire que c'est une histoire d'héritage d'une extrême complexité qui se joue à l'échelle européenne, qu'il est en fait impossible vraiment de résumer en quelques mots tout en restant exact. Bon, j'ai tenté d'en faire un résumé par écrit dans cette brochure, qui fait quand même 40 pages, donc je ne veux pas tout vous raconter ce soir. Mais disons que, pour faire simple, dans les toutes dernières années du XVIIe siècle, avant même que la duchesse de Nemours ne décède à Paris en 1707, une foule de prétendants à sa succession se manifeste. Pas loin d'une trentaine de candidats, qui sont aussi bien français qu'étrangers, et pour les principaux, de rang princier ou royal, comme par exemple le prince de Carignan, de la maison de Savoie, qui était sourd-muet, pour l'anecdote, mais qui n'était certainement pas aveugle, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, ou encore le roi d'Angleterre, Guillaume III, de la maison d'Orange, et son neveu, l'électeur de Brandebourg, Frédéric III. Donc vraiment tout le Gotha européen. Et parmi les nombreux candidats français, on peut citer notamment le prince de Conti, prince du sang, le neveu du Grand Condé, que tout le monde connaît, et Conti étant un cousin germain
des demi-frères de Marie d'Orléans. Et puis bon, notre candidat préféré, Jacques III de Matignon. Alors que vient faire Jacques III dans cette histoire? Il descend en fait, vous ne le distinguez peut-être pas au dernier rang, mais d'une grand-tante paternelle de Marie d'Orléans. Donc Marie est là, Jacques III est ici, et leurs ancêtres communs sont Léonard d'Orléans, époux de Marie de Bourbon. Et donc, à ce titre, Jacques III estime qu'il est un bon candidat à la succession de sa cousine éloignée. Alors, il faut dire que l'enjeu, par sa taille considérable, explique en effet que de très nombreux héritiers potentiels de Marie d'Orléans se mettent sur les rangs. Il s'agit pour l'essentiel de deux très importantes seigneuries, qui sont d'une part le comté-principauté de Neuchâtel, en Suisse, et d'autre part le duché d'Estutville, en Haute-Normandie, dans le pays de Caux. Alors bon, encore une fois, je ne vais pas vous décrire l'ensemble des péripéties politico-judiciaires qui animent et qui marquent cette longue querelle successorale, qui ne s'achève d'ailleurs provisoirement qu'en 1712, c'est-à-dire 5 ans après la mort de Marie d'Orléans. Je vais simplement vous donner le résultat des courses, en quelque sorte. Alors, commençons par Neuchâtel. Du temps de Marie d'Orléans, le pays de Neuchâtel se présente comme un véritable petit État indépendant. Ce n'est pas encore l'un des 23 cantons suisses que vous distinguez sur cette carte de la Suisse contemporaine. Du temps donc de Marie d'Orléans, autour de 1700, c'est une principauté souveraine, donc qui n'est pas suisse à proprement parler, mais qui est alliée à la Confédération helvétique, qui ne réunit alors que 13 cantons. C'est en réalité une sorte d'État tampon entre la Suisse et la France, France que Louis XIV venait d'augmenter de la Franche-Comté en 1678. Et donc, Neuchâtel, qui était limitrophe, vous le voyez, occupait une position tout à fait stratégique. Alors je vais vous résumer la situation en 3 dates, choisies parmi une foule d'autres. 1504, par mariage, la principauté de Neuchâtel passe dans la maison des Orléans-Longueville, et 2 siècles plus tard, je fais un grand bond, en 1694, donc à la mort de son dernier demi-frère, Marie d'Orléans, la dernière héritière des Orléans-Longueville, est investie de la souveraineté de Neuchâtel par les 3 États de Neuchâtel. Ce que le prince de Conti conteste ouvertement, en vertu d'un testament fait en sa faveur par le demi-frère de Marie d'Orléans. S'ensuit un procès au Parlement de Paris, procès que, contre toute attente, Marie d'Orléans perd en 1698, et la situation est alors paradoxale puisque Conti a le droit pour lui à Paris, mais Marie d'Orléans a le droit pour elle à Neuchâtel. Et en tout cas, bon, les Neuchâtelois considèrent que leur véritable souveraine est bien Marie d'Orléans et qu'elle devra le rester jusqu'à sa mort. Alors entre-temps, la trentaine de candidats à la succession dont je vous ai parlé s'est mise en mouvement, les voyages à Neuchâtel se multiplient, et notre Jacques III est un des premiers à s'y rendre pour soutenir ses prétentions, prenant à l'occasion d'ailleurs le parti de Marie d'Orléans contre celui de Conti. Et puis ce ballet des prétendants va durer comme ça pendant plus de 7 ans, entre 1699 et 1707. C'est une période pendant laquelle les candidats français vont s'entre-déchirer, c'était évidemment prévisible, alors que de son côté, grâce à une activité diplomatique des plus intenses et des plus subtiles, l'électeur de Brandebourg, devenu roi en Prusse en 1701, sous le nom de Frédéric Ier, vous le voyez ici, va parvenir, malgré l'extrême faiblesse de ses droits héréditaires sur Neuchâtel, il va parvenir à rallier à sa cause anti-Louis XIVienne tous les cantons protestants alliés et protecteurs de la principauté de Neuchâtel. Si bien que lorsqu'en 1707, Marie d'Orléans vient à mourir et que sa succession s'ouvre enfin, les jeux à Neuchâtel sont déjà faits en réalité. Tous les compétiteurs français sont écartés
y compris Jacques III, qui bénéficie pourtant d'appui en haut lieu. Et par une sentence souveraine donc, du 3 novembre 1707, les 3 États de Neuchâtel, je cite, donnent et adjugent à Sa Majesté Frédéric Ier, roi de Prusse, l'investiture de cet État et souveraineté. C'est une décision que condamne immédiatement Louis XIV, bien entendu. Il menace pratiquement d'envahir Neuchâtel. Neuchâtel réagit en promettant d'observer une certaine neutralité, plus ou moins de geler, enfin de suspendre l'investiture de sa souveraineté jusqu'à la fin de la guerre. Mais lorsque la guerre de succession d'Espagne prend fin, Louis XIV, qui n'est pas en position de force, se voit contraint de reconnaître officiellement, par le traité d'Utrecht de 1713, le fils et successeur de Frédéric Ier, Frédéric Guillaume Ier, pour prince souverain de Neuchâtel. Donc passant ainsi sous la domination prussienne, la principauté de Neuchâtel échappe aux prétendants français et donc à Jacques III. Jacques III ne sera pas prince de Neuchâtel. Alors comprenant que la principauté de Neuchâtel lui échappait irréversiblement, Jacques III, dès 1709, s'était mis en quête de l'autre pièce maîtresse de la succession de Marie d'Orléans, le duché d'Estudeville, donc en Haute-Normandie, dans le pays de Caux. Donc une très importante seigneurie, comme vous le suggère cette carte, avec Valmont pour chef-lieu. Et donc voici une belle vue aquarellée du château des Estudeville. Alors petit rappel chronologique qui va être utile pour la suite, c'est en 1534 qu'Estudeville est érigé en duché par le roi François Ier, en vue du mariage contracté en 1535 entre François de Bourbon et Adrienne d'Estudeville. Alors j'indique ce fait parce que le contrat de mariage de 1535 sera l'objet, 175 ans plus tard, du temps de Jacques III, d'interprétations contradictoires de la part des ayants droit et des héritiers potentiels de Marie d'Orléans. Nous allons le voir. Et c'est du reste en 1563, donc à l'occasion du mariage de Léonore d'Orléans, duc de Longueville, avec Marie de Bourbon, duchesse d'Estudeville, qu'Estudeville est intégré au patrimoine de la maison des Orléans-Longueville. Donc je vous le remontre, Léonore et Marie de Bourbon étant donc les arrière-grands-parents, non seulement de la duchesse de Nemours, Marie d'Orléans, mais aussi de Jacques III. Donc Marie d'Orléans recueille le duché d'Estudeville en 1694, à la mort de son demi-frère, exactement comme ça avait été le cas pour Neuchâtel, mais là, de manière assez provocatrice, elle en fait immédiatement donation, alors non pas à un descendant des Orléans-Longueville en ligne collatérale, donc ici ou ici, ce qui aurait été relativement logique, non, pas du tout, elle en fait donation à un cousin germain du côté de sa mère, qui était un bâtard de surcroît, donc le chevalier de Soissons, alors, qui a priori n'avait strictement aucun droit sur Estudeville. Alors c'est une décision qui est particulièrement mal vécue par Jacques III, qui va tout faire après la mort de Marie d'Orléans pour récupérer le duché d'Estudeville. Alors là encore, c'est un dossier très foisonnant et complexe du point de vue juridique, donc dans le détail duquel je n'entrerai pas ici, c'est dans la brochure, et je le résumerai simplement de la façon suivante. En 1708, Jacques III acquiert les droits sur Estudeville que pouvaient revendiquer ses cousines et cousins donc issus de la branche collatérale féminine aînée des Orléans-Longueville, donc ce sont les 3 carrés jaunes ici. Et une fois ces droits acquis, Jacques III a les mains libres pour engager en 1709 une procédure contre le chevalier de Soissons, ou plus exactement contre sa fille, Louise Léontine, qui a recueilli le duché d'Estudeville à la mort de son père. Cette fille est mineure, elle est mariée au duc de Luynes, Charles-Philippe d'Albert, et donc un procès, encore un, a lieu au Parlement de Paris, opposant Jacques III à la duchesse de Luynes. Et l'enjeu du procès est de savoir qui est en droit donc, de recueillir le duché d'Estudeville. Les débats sont particulièrement nombreux, intenses, donc les parties adverses publient mémoire sur mémoire, un petit peu comme celui-ci, vous voyez, où il est question notamment
du mode de transmission du duché, donc tel que spécifié dans le contrat de mariage de 1535 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, il s'agit de ce que l'on appelle une substitution fidei commissaire, c'est-à-dire un mode de transmission des biens propres à l'Ancien Régime, qui assurait la conservation du patrimoine dans les familles sur plusieurs générations. Et au cours du procès, on se bat pour savoir si la substitution des stutes telle que portée dans le contrat de mariage était perpétuelle ou au contraire limitée dans le temps, alors soit à 2 degrés, soit à 4 degrés en fonction des diverses ordonnances royales, ordonnances d'Orléans, ordonnances de Moulins, je ne vais pas dans le détail. Les avocats de la duchesse de Luynes prétendent que cette substitution est expirée, qu'elle est même prohibée en réalité par la coutume de Normandie, ce qu'évidemment les avocats de Jacques III réfutent en bloc. Bref, je vous passe la montagne d'arguties juridiques pour vous dire donc qu'en 1710, le Parlement de Paris tranche, par son arrêt du 14 août, il déboute Jacques III de ses demandes en ouverture de substitution. Et Stuteville reste donc au duc et à la duchesse de Luynes. Alors pour autant, Jacques III, qui est très déterminé, ne se laisse pas abattre. Il poursuit ses revendications, mais cette fois hors du cadre judiciaire. Et en martelant de façon assez obsessionnelle un certain nombre d'arguments, il finit par pousser le duc et la duchesse de Luynes à transiger. Si bien qu'en 1712, la duchesse et le duc de Luynes consentent par contrat à ce que Jacques III, moyennant le paiement tout de même de 850 000 livres, une paille, soit mis en possession de, je cite, tous les biens immeubles situés dans la province de Normandie dont la duchesse de Nemours jouissait au jour de son décès. Donc à savoir le duché des Stuteville, bien entendu, mais également d'autres terres situées en Normandie, et dans le Cotentin notamment, alors comme par exemple la châtellenie de Hamby, avec son vieux château fort, mais également Bréal, et je dois le signaler ici, puisque Janine Bavet est dans la salle, que Jacques III avait racheté la baronnie de Bribec dès 1702 à Marie d'Orléans. Merci pour cette information, Janine. Alors c'est en réalité donc un demi-succès pour Jacques III, puisque pour des raisons complexes qui relèvent du droit féodal, il se retrouve certes propriétaire des terres composant le duché, mais dans l'impossibilité en revanche de porter les noms et titres des Stuteville, duc des Stuteville. Car en effet, Louis XIV, sur l'avis du duc de Saint-Simon, le fameux mémorialiste, défend que le titre de duc des Stuteville, qui était en réalité éteint, ne soit relevé en faveur de Jacques III. Grosse déception pour Jacques III. Alors, quoi qu'il ne soit devenu ni prince de Neuchâtel, ni duc des Stuteville, en 1712, Jacques III n'en reste pas moins un personnage tout à fait considéré à la cour. En cette année 1712, par exemple, il fait partie des quelques rares privilégiés qui sont conviés à escorter la dépouille du petit-fils de Louis XIV, et père du futur Louis XV, Louis, duc de Bourgogne, jusqu'à la basilique Saint-Denis. Jacques III était le favori du duc de Bourgogne. 1713 est une année tout à fait charnière pour Jacques III. Alors que la guerre de succession d'Espagne s'achève, Jacques III a l'accord du roi cette année-là pour transmettre en survivance à son fils Jacques-François Léonard sa charge de lieutenant général de la Basse-Normandie. Et vous avez ici un extrait de ce document sous les yeux. Et donc ce mode de transmission à la survivance autorise Jacques III à conserver l'exercice de sa charge jusqu'à son décès en 1725. Mais ce passage de relais du père au fils de 1713 correspond aussi à un tournant dans la quête par Jacques III d'un duché péri. Désormais, c'est moins pour lui que pour son fils qu'il aspire à ce titre. Et Saint-Simon, le mémorialiste, résume ainsi la situation de Jacques III à cette époque, donc en 1713. Il n'avait pu réussir à se faire duc des Stuteville, il n'était point en situation d'espérer que le roi le fit duc et père de pure grâce. Il se livra donc à une occasion unique d'acheter cette dignité, pour en parler franchement.
Le constat est un petit peu rude, mais en effet, Jacques III ne parvient pas par son seul mérite à se propulser vers les plus hautes cimes. Il dispose toutefois d'un allié puissant et d'un atout de taille. Son allié, c'est son argent. Jacques III est un homme riche qui touche des appointements et des pensions très confortables et qui, bien sûr, jouit d'une fortune foncière assez considérable, on l'a vu. Et puis son meilleur atout, je dirais sa carte maîtresse, c'est son fils unique et célibataire, Jacques-François Léonard. Aussi, lorsque l'occasion lui est donnée de se rapprocher du prince de Monaco, Antoine Ier Grimaldi, ici portraituré par Hyacinthe Rigaud, eh bien Jacques III sait qu'il tient là son homme providentiel, car le prince cherche un parti avantageux pour sa fille aînée et héritière présomptive, Louise Hippolyte. Alors certes, le prince est lourdement, très lourdement endetté, mais il présente aux yeux de Jacques III l'incomparable qualité d'être duc et père de Valentinois. Donc un duché-pairie qui se transmettait chez les Grimaldi depuis le milieu du XVIIe siècle, entouré en vert sur cette carte avec Valence pour chef-lieu. Et donc, cette possibilité que par mariage, son fils Jacques-François Léonard accède à la dignité suprême de duc et père, Jacques III va absolument tout faire pour la saisir, quitte, si j'ose dire, à aligner les écus. Alors, le mariage est en cours de négociation durant l'été 1715, Louis XIV l'approuve alors qu'il est sur le point de mourir, et le contrat est finalement passé le 5 septembre 1715 en présence du tout jeune Louis XV. Le cœur du contrat, dont les clauses sont à la fois nombreuses et complexes, c'est que le duché-pairie valentinois sera transmis à Louise Hippolyte, et vous notez sur ce tableau sa main fermement posée sur la couronne ducale, et puis ce duché continuait en faveur de son époux, Jacques-François Léonard, et de leurs descendants, sous réserve, ça c'est important, sous réserve que Jacques-François Léonard renonce pour toujours à son nom, ses armes, ses livrets, pour prendre en seul le nom, les armes et les livrets de Grimaldi. Jacques-François Léonard doit perdre son nom pour gagner le duché-pairie. Mais aux yeux de Jacques III, le jeu valait la chandelle. Et c'est donc une fois le mariage célébré à Monaco que Jacques-François Léonard est créé duc de Valentinois au mois de décembre 1715 et qu'il est reçu un an plus tard en la dignité de pair de France au Parlement de Paris, le 14 décembre 1716 à l'âge de 27 ans. Alors on imagine volontiers la satisfaction immense de Jacques III, qui est véritablement la cheville ouvrière de cette judicieuse alliance matrimoniale et qui, à l'âge de 72 ans, atteint l'un des grands objectifs de sa vie d'aristocrate. Un Jacques III très en faveur, qui désormais prend place parmi les plus hauts seigneurs présents à la cour. En 1722, par exemple, il est invité, avec 3 autres chevaliers des ordres du roi, à porter les offrandes lors de la cérémonie du sacre de Louis XV à Reims. Alors bien entendu, un tel homme de cour se devait de posséder un hôtel particulier parisien digne de ce nom. En 1708-1710, Jacques III avait légalement acquis de 2 jeunes gens qui se trouvaient être ses pupilles, un hôtel particulier rue de l'Université. Sauf qu'une dizaine d'années plus tard, ces jeunes gens devenus majeurs se retournent contre lui en l'accusant d'avoir acheté leur hôtel alors qu'ils étaient encore mineurs et sous sa tutelle. Un procès, encore un, a lieu. Jacques III le perd en 1723 et il est condamné à restituer l'hôtel et plus ou moins poussé à vider les lieux. Et c'est alors que l'occasion se présente à lui de devenir propriétaire d'un véritable hôtel princier situé dans une rue voisine, toujours dans le faubourg Saint-Germain. En 1723, en effet, Jacques III débourse près de 312 000 livres pour acheter au prince de Tingry l'hôtel entre cour et jardin qu'il est en train de se faire bâtir rue de Varennes et qu'il n'a plus les moyens de payer. Et Jacques III, d'ailleurs, comme le stipule le contrat, dont vous voyez ici la dernière page, s'acquitte le jour même de la vente de près de 130 000 livres en espèces sonnantes et trébuchantes, en pièces d'or et d'argent,
Ce qui donne quand même une petite idée de ses capacités financières. Alors à peine l'hôtel est-il acheté que Jacques III, dont la santé décline, en gratifie son fils, donc le duc de Valentinois, et les descendants de celui-ci par le biais d'une substitution, cette fameuse substitution. Puis il en achève la construction en 1724, lui donne son nom et y appose ses armoiries, c'est le fameux hôtel de Matignon, qui sert aujourd'hui de résidence officielle à notre Premier ministre. À vrai dire, Jacques III en profite très très peu de son nouvel hôtel, puisqu'il décède au tout début de l'année 1725, à presque 81 ans. Les inventaires après décès dressés dans l'hôtel Matignon en 1725 nous donnent un petit aperçu de la richesse laissée par Jacques III. Alors, ce sont en effet inventoriés sur près de 70 pages, vous le voyez en écriture très serrée, une quantité de meubles divers, de vaisselle, de tableaux et de tapisseries de haute lice de très grande valeur. Alors malheureusement pour lui, Jacques III mourut trop tôt pour assister à l'apothéose lignagère, je dirais, des Goyon-Matignon, qui consista en la reconnaissance assez inattendue de Jacques-François Léonard comme prince souverain de Monaco, par suite des morts successives d'Antoine Ier, son beau-père, et de Louise-Hippolyte Grimaldi, son épouse. Et vous le savez, Jacques-François Léonard, le fils de Jacques III, est la souche dont est issu l'actuel prince Albert. Voilà. Et c'est le même avec une moustache, quasiment. Donc, vous voyez, la roue de la fortune finissait par tourner et la ténacité par payer. Jacques III, à la vue, avait remué ciel et terre pour devenir prince ou duc et père, sans y parvenir pour lui-même, mais en préparant le terrain pour son fils Jacques-François Léonard, qui devait en quelque sorte récolter les graines semées en devenant lui duc et père, puis prince. Alors voilà, donc après avoir retracé à grands traits les étapes de la vie sociale de ce grand aristocrate qui était Jacques III, voyons maintenant d'un petit peu plus près en quoi a consisté son activité militaire. Donc, principale activité de ce gentilhomme de la noblesse la plus authentique, celle dite d'épée. Sur le plan militaire, Jacques III n'intervient en Basse-Normandie et dans le Cotentin qu'à dater de la toute fin de la guerre de Hollande, à compter en fait de sa nomination à la lieutenant général de la Basse-Normandie en septembre 1677, souvenez-vous, donc en tant que survivancier de son frère aîné Henri. Et la guerre de Hollande est conclue moins d'un an plus tard par la plaine des Maigres en 1678. Donc dans cet intervalle de temps, la probabilité qu'une descente hollandaise ait lieu sur le littoral bas-normand est très faible, quasi nulle. Et ce, en dépit du fait que le principal ennemi de Louis XIV, Guillaume d'Orange, le statuaire de Hollande, s'est rapproché de l'Angleterre à l'occasion de son mariage en 1677 avec la nièce du roi Charles II, Marie, des filles de Jacques Stuart. Mais bon, le roi d'Angleterre n'étant pas disposé à soutenir les plans belliqueux de Guillaume d'Orange, l'heure est en réalité aux négociations diplomatiques à Nimègue, et en Normandie, pour ce qui nous concerne, l'heure est au bilan en fait des 6 années de guerre passée, 6 années durant lesquelles la Normandie a été très largement épargnée, les opérations navales d'importance ayant eu lieu essentiellement en mer du Nord et en Méditerranée. Et donc c'est un bilan en 2 volets qui est fait, matériel et humain, dans la perspective, si vous voulez, d'un retour des hostilités. Parce qu'il faut bien voir que sous Louis XIV, la paix est toujours très provisoire. Alors sur le plan matériel, on s'interroge, et notamment le secrétaire d'État à la Marine, Colbert, sur l'état des infrastructures militaires et des fortifications censées protéger le littoral bas-normand. Et là, le verdict est sans appel, le littoral est mal fortifié, et surtout, le Cotentin manque d'un port digne de ce nom, d'où des vaisseaux, si vous voulez, pourraient se déployer pour s'opposer à une attaque de la presqu'île du côté de la Hougue. Le port de Cherbourg n'étant alors que fort peu de choses, puisque en réalité entre Saint-Malo et Le Havre, seule en réalité Granville fait office de place maritime. Et sur le plan humain, on réfléchit, et alors cette fois-ci le secrétaire d'État à la guerre, Louvois, à la gestion des forces armées mobilisables. Et c'est Jacques III, peut-être en collaboration
avec son frère aîné, Henri, dont il est survivancier, qui s'attaque au problème localement en donnant, donc le 12 mai 1678, 3 mois seulement avant la signature de la paix de Nimègue, ce projet un petit peu fripé pour la défense de 75 lieues de côte qui se rencontrent en Basse-Normandie, au bailliage de Caen et Cotentin. Alors, que propose-t-il pour optimiser la défense des quelques 350 km de linéaire côtier, compris entre la Dive et le Couesnon, qui borde la généralité de Caen, ici en jaune sur cette carte? Deux grandes mesures sont proposées. Premièrement, mobiliser les forces armées traditionnelles de la province. Et deuxième mesure, lever dans les 3 bailliages principaux de la Basse-Normandie, donc bailliage, je vous les remontre, d'Alençon, bailliage de Caen et de Cotentin, 3 régiments de milices, donc composés, si vous voulez, de fantassins non professionnels, qui iraient occuper les 3 endroits les plus exposés du littoral et qui s'y entraîneraient. C'est un projet qui est à la fois conservateur et novateur. Conservateur parce qu'il prône pour la défense des côtes de la Manche l'équivalent d'une convocation de l'arrière-ban général de la province, notamment la noblesse et les milices bourgeoises, exactement comme aux grandes heures de la féodalité. Et d'un autre côté, ce projet donc, de 1678 est assez novateur parce qu'en proposant de faire, je cite, dans les 3 bailliages de Caen, Cotentin et Alençon, 3 régiments de 1000 hommes chacun, en tirant un homme de chaque paroisse payant 1000 livres de taille ou à proportion de leur imposition, eh bien, Jacques III et ou son frère anticipent là d'une décennie le règlement pour la levée des milices provinciales que le secrétaire d'État Laguerre Louvois fait paraître en 1688. C'est un règlement dont nous allons parler un petit peu plus tard parce qu'il est véritablement un jalon dans l'histoire militaire. L'idée de Jacques III, si vous voulez, étant, en faisant appel à des miliciens, à des soldats paysans, de doter la Basse-Normandie d'une relative autonomie militaire et, partant, de contribuer à soulager une armée de métier qui a été extrêmement sollicitée pour une guerre de Hollande, extrêmement coûteuse, puisque le déficit budgétaire de l'État a été multiplié par 3 entre 1672 et 1676. Alors avec les traités de Nimègue s'ouvre une période d'une petite dizaine d'années où la France est en paix avec ses voisins. Une paix évidemment provisoire, fragile, qui ne cessera de se dégrader au cours du temps. Mais le climat le plus véritablement délétère, c'est alors au sein même du royaume qu'il est installé. Cette décennie 1680 étant celle où en France, la persécution des protestants atteint son apogée. Et Jacques III, en bon serviteur catholique de Louis XIV qu'il est, n'est pas le dernier à participer à l'oppression générale. Il est en effet sollicité pour superviser la surveillance de la Basse-Normandie et de son littoral parce que le roi cherche à endiguer l'exode des protestants français qui, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, se sont mis à fuir massivement le royaume en direction des pays dits du refuge, notamment l'Angleterre et particulièrement les îles anglo-normandes. Et aussi parce qu'en haut lieu, on redoute, on a véritablement une hantise des complots anti-absolutistes associant protestants français et protestants étrangers. Et le souvenir de la conspiration en 1674 du fameux chevalier de Rohan et du sieur de Latréaumont visant à instaurer une sorte de république en Normandie, avec la complicité des Espagnols et des Hollandais, est encore très frais dans les mémoires. C'est une conspiration qui avait été déjouée de justesse, donc vraiment la prudence est de mise à ce moment-là. Et c'est donc le secrétaire d'État à la marine, Seignelay, le fils du grand Colbert, auteur du Code noir, c'est très à la mode, qui, par une instruction de mars 1686, charge Jacques III de, je cite, « visiter toutes les côtes de la Basse-Normandie, examiner tous les lieux dans lesquels les dits religionnaires et nouveaux convertis peuvent s'embarquer pour passer dans les pays étrangers, et établir dans les endroits qu'il estimera nécessaires des corps de garde suffisants et capables de les en empêcher et d'arrêter ceux qui y viendront pour s'embarquer. »
C'est une mission de nature policière à laquelle s'attelle Jacques III, avec d'autant plus de complaisance que le marquis de Seignelay se trouve être son beau-frère et neveu par alliance, depuis qu'il a épousé Catherine Thérèse de Matignon, la sœur de Charlotte de Matignon, l'épouse de Jacques III. Alors en quoi consiste cette mission pour Jacques III? Il s'agit donc de surveiller les abords côtiers de la Basse-Normandie, sur terre comme sur mer, puis d'arrêter les protestants cherchant à s'expatrier. Et cela en employant des méthodes particulièrement rigoureuses, pratiquement dans la lignée des dragonnades. Alors le sort réservé aux fugitifs appréhendés n'est vraiment pas enviable. Emprisonnement quand ce n'est pas l'envoi aux galères, la saisie des biens, la saisie des enfants, etc. Et force est de constater que pour accomplir cette triste besogne, Jacques III fait preuve de beaucoup de zèle en proposant des mesures que le roi lui-même juge abusives et contraires à la liberté du commerce ou qu'il estime trop radicales. C'est dire. Donc, vous le voyez, c'est un Jacques III à la main ferme, sans trop d'état d'âme, très impliqué et soucieux de faire régner dans les limites de sa circonscription militaire le bon ordre tel que voulu et défini au sommet de l'État. Durant l'hiver 1686-87, la garde des côtes de Normandie est maintenue. Certains protestants parviennent à passer à travers les mailles du filet, mais beaucoup d'autres sont interceptés et punis. De même que sont très sévèrement châtiés, galères en peine de mort, ceux qui facilitent leur évasion. Mais jusque-là, il n'est pas encore question d'agresseurs extérieurs. Alors tout va changer au mois de septembre 1688, 2 mois donc avant que la guerre de la Ligue d'Augsbourg, guerre de 9 ans, soit officiellement déclenchée. C'est une période de grande tension et le 28 septembre, nous voyons Jacques III se rendre en grande diligence à Cherbourg sur l'avis, je cite, que les Hollandais ont une flotte en mer, des troupes embarquées et toutes les choses nécessaires pour faire une descente. Et donc, c'est pour parer à cette éventualité que Jacques III, assisté du gouverneur de Cherbourg et de l'ingénieur militaire Benjamin de Combes, que Jacques III active autant qu'il peut la mise en état de défense de Cherbourg et sa fortification bastionnière, fortification que le marquis de Seignelay avait ordonnée en 1687 sur les recommandations à lui faites par Vauban en 1681 et 1686. Et vous avez sous les yeux la carte des environs de Cherbourg, dressée par Vauban, dont vous distinguez d'ailleurs en bas à droite la signature, réalisée suite à son inspection du Cotentin durant l'été 1686. Avec son projet donc, de fortification à la moderne, et en jaune, ici, de la vieille ville de Cherbourg, peinte en rose, qui est restée dans sa conformation médiévale, avec son enceinte crénelée et son château fort obsolète. Et puis le tout est couplé, vous le notez, à un projet portuaire avec l'aménagement prévu d'un long chenal donnant accès à un bassin à flot, ici, par l'intermédiaire d'un système d'écluses, donc étroitement surveillé et défendu, vous voyez ici, donc au pied du vieux château. Donc, une intervention express de Jacques III à Cherbourg en ce mois de septembre 1688. Jacques III qui, dans la foulée, inspecte la côte orientale du Cotentin et pointe du doigt la très grande vulnérabilité du poste de la Hougue, qui est à peine mieux fortifié que ce que cette carte-ci vous montre, ou encore peut-être celle-là qui est plus parlante, datée de 1675, où la presqu'île n'est encore qu'une langue de terre labourable, avec pour seule défense, ici, donc entre les lettres C et D, une roche, c'est ce qu'indique la légende, ayant une plateforme pour placer 4 coulevrés, 4 petits canons. On dire pas grand-chose. Donc la Hougue est manifestement un lieu où les ennemis peuvent descendre sans courir trop de risques pour de là gagner Cherbourg et s'emparer de la place.
Alors c'est dans ces circonstances que Jacques III rédige le 5 octobre 1688 cet ordre relatif à la défense de Cherbourg, qui est conservé à Cherbourg. Et on voit d'ailleurs par ce document très intéressant que Jacques III procède en urgence au ravitaillement de Cherbourg en vivres, en blé, en bétail, en cidre, dans la perspective d'un siège, qu'il renforce le parc d'artillerie de la place et qu'il s'attache plus largement à protéger les abords du Cotentin. Comment s'y prend-il ? D'une part, en ordonnant que des reconnaissances soient effectuées dans la Manche et en mer du Nord, pour suivre les mouvements de la flotte ennemie, et puis d'autre part, en prévoyant de convoquer l'arrière-ban, c'est-à-dire la noblesse bas-normande, et de mettre en marche les milices. Alors, aussi bien les milices dites de la côte, qui sont issues des paroisses maritimes, que les milices bourgeoises, celles des principales villes du Cotentin en particulier. Mais bon, finalement, plus de peur que de mal, la flotte hollandaise ne tente rien en Normandie. C'est qu'en réalité, le statoudeur de Hollande, statoudeur protestant, Guillaume d'Orange, est alors occupé en Angleterre à renverser son oncle et beau-père, le roi catholique Jacques II Stuart, à l'occasion de la glorieuse Révolution. Et heureusement d'ailleurs que l'action se déroule outre-Manche, car le marquis de Louvois, le secrétaire d'État à la guerre, craignant que le prince d'Orange ne s'emparât des places de Cherbourg et de Granville, a eu l'idée, malheureuse, ce sera en tout cas le point de vue de Vauban, d'ordonner le rasement de leurs fortifications, aussi bien médiévales que modernes. Et cela au moment précisément où Louis XIV, soutien inconditionnel de Jacques Stuart, déclarait la guerre à Guillaume d'Orange, déclenchant du même coup la guerre donc dite de la Ligue d'Augsbourg. C'est une guerre au cours de laquelle le roi Soleil doit faire face seul à une coalition européenne, c'est ce que donne à voir cette gravure, et ce qui l'oblige bien évidemment à accroître considérablement les effectifs de son armée. Et c'est ce besoin impérieux en soldats, à un moment où le recrutement volontaire s'essouffle, montre ses limites, qui explique donc la mise sur pied par Louvois de cette nouvelle institution qui marque l'histoire militaire, que j'ai signalée tout à l'heure, les milices provinciales, et dont le règlement pour la levée date du 29 novembre 1688. C'est un règlement en réalité assez révolutionnaire qui introduit dans le royaume une forme de conscription en faisant participer régulièrement les villageois à la défense du royaume. Donc le principe, si vous voulez, d'un recrutement forcé est posé, c'est ce qu'illustre cette gravure, représentant, vous voyez, le tirage au sort au chapeau dans une paroisse rurale, dans un village, des quelques hommes célibataires âgés de 20 à 40 ans qui sont appelés à servir pendant 2 ans comme miliciens d'infanterie. Alors les malchanceux de plusieurs paroisses ayant tiré du chapeau le billet noir sont regroupés en compagnies. Ces compagnies forment des régiments de milices donc composés de soldats paysans non professionnels qui viennent à l'appui d'une armée de métier qui est de plus en plus sollicitée sur des fronts de plus en plus nombreux et géographiquement dispersés. Alors, bien entendu, Jacques III ne pouvait qu'apprécier et qu'approuver cet établissement qu'il avait lui-même proposé sous une certaine forme 10 ans auparavant dans le projet de 1678. Et du reste, Jacques III saisit l'occasion de la parution de ce règlement concernant les milices provinciales pour insister auprès de Seignelay sur le fait qu'il est aussi, je cite, temps ou jamais de travailler à régler les milices de la côte. Autrement dit, le service des personnes assujetties au guet de la mer. Et là encore, Jacques III œuvre très en amont des réformes militaires, puisque ce n'est qu'à partir de 1716, 28 ans plus tard, que le service du guet de la mer évoluera vers un véritable service de milice garde-côte. Alors, je n'insisterai pas sur les campagnes de 1689 et 1690, qui se déroulent localement plutôt paisiblement, et j'en arrive directement à l'année 1691, où la tension dans la presqu'île du Cotentin monte d'un cran. Puisqu'à la fin du mois de juin 1691, 2 vaisseaux anglais se présentent à l'entrée de Cherbourg et y menacent un convoi de bâtiments qui relâchait dans la rade depuis 3 semaines.
Jacques III, alerté, se rend sur place en toute hâte, il supervise la mise à couvert de tous les bâtiments du convoi, il dispose des corps de garde à l'entrée du port, et il fait surveiller les côtes, mais heureusement, la flotte ennemie passe son chemin. Donc, là encore, plus de peur que de mal, mais Jacques III reste sur le qui-vive, d'autant qu'il a appris que la Basse-Normandie est alors parcourue par des espions à la solde de Guillaume d'Orange, maintenant roi d'Angleterre depuis 1689. C'est une prudence avisée de la part de Jacques III, puisque moins d'un mois plus tard, il est le témoin de l'attaque d'un navire marchand par 7 bâtiments ennemis du côté d'Aumonville, ici, à l'ouest de Cherbourg. Et c'est pourquoi, donc, dans sa correspondance adressée au secrétaire d'État à la Marine, Jacques III souligne la nécessité de rétablir la fosse dite d'Aumonville, donc à cet endroit, dont voici un plan détaillé qui est contemporain, donc une batterie ici, qui, selon Jacques III, mettra à couvert, je cite, « tous les navires qui trouveront en ce lieu-là un asile fort nécessaire entre le raz de la Hague et Cherbourg. » Et ceci, il faut le noter, est écrit moins d'1 an avant la bataille de la Hougue. Vous le savez, le vice-amiral Tourville, arrêté dans son repli vers Brest par les courants du raz Blanchard, devra, justement, faute d'un asile, d'un havre convenablement défendu sur la côte nord du Cotentin, faire demi-tour vers la Hague, avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Alors venons-en justement à cette fameuse campagne de 1692, marquée, vous le savez, par une défaite maritime française, qui fut peut-être d'ailleurs plus retentissante que réellement désastreuse. C'est la bataille de la Hougue, bien sûr, qui vient sévèrement doucher l'ambition qu'a Louis XIV de faire remonter son cousin Jacques Stuart sur le trône d'Angleterre. C'est une bataille navale que je ne vais pas décrire ici parce que c'est un sujet de conférence à part entière, mais également aussi parce que notre Jacques III semble ne pas y avoir joué un rôle de premier plan. Il est en effet quelque peu éclipsé, et cela de façon logique, par ses supérieurs hiérarchiques, donc Jacques Stuart bien sûr, mais également le maréchal de Bellefonds, Bernardin Gibault. Donc vous voyez ici le bâton de maréchal qui est conservé au musée de l'armée. Bellefonds que Louis XIV a nommé pour l'occasion commandant de l'armée de terre en Basse-Normandie. Et du reste, Bellefonds connaissait très bien le Cotentin puisqu'il avait été gouverneur des villes et châteaux de Valognes et qu'il y était seigneur de l'île Marie dans les marais de 40 ans. Alors de même, Jacques III semble avoir été aussi quelque peu supplanté durant ces journées cruciales par l'intendant de la généralité de Caen, le fameux Nicolas-Joseph Foucault, ici, avec lequel il était censé pourtant agir en partenariat. Et par exemple, contrairement à l'intendant Foucault, Jacques III ne participe pas, selon toute vraisemblance, au décisif conseil de guerre tenu à la Hougue le 1er juin 1692, c'est-à-dire la veille même du point d'orgue du désastre de la Hougue, entre guillemets, où 15 vaisseaux français sont incendiés par des brûlots anglais, comme l'illustre avec un malin plaisir ce tableau hollandais conservé à Londres. Mais bon, quoi qu'il en soit, Jacques III est loin d'être inactif au lendemain de la bataille, on le voit même extrêmement mobilisé, car les vaisseaux ennemis, loin de se replier après leur victoire, continuent à croiser dans les parages durant plus de 2 mois, n'ayant d'autre dessein, notre Jacques III, que de nous donner de l'inquiétude, tantôt à un lieu et tantôt à l'autre. Donc vous voyez, pour l'essentiel, des manœuvres d'intimidation, même si quelques bateaux de pêcheurs sont attaqués et qu'un mini-débarquement a lieu à Grand-Camp au mois de juin, mais Jacques III reste ainsi quand même sur la brèche pendant toute la durée de l'été et jusqu'au cœur de l'automne 1692, passant la noblesse en revue à tel endroit, affectant des milices à tel autre, prenant diverses mesures préventives, correspondant avec les secrétaires d'État, bref, déployant énormément d'énergie, alors sans doute parce que la situation militaire l'exige, mais peut-être aussi pour affirmer son autorité sur le territoire dont il doit assurer la protection et que lui disputent administrativement parlant les intendants des généralités de Caen et d'Alençon qui ont eux aussi un certain nombre de responsabilités d'ordre militaire.
En fait, Jacques III est en réalité concurrencé sur son terrain, aussi bien, si vous voulez, sur son territoire géographique que dans son champ d'intervention. La campagne de 1693 est peut-être la dernière de la guerre de la Ligue d'Augsbourg où Jacques III s'implique très personnellement, car à compter de 1694 jusqu'à la paix de Ryswick en 1697, son activité est de nouveau subordonnée à celle de ses supérieurs hiérarchiques, donc les maréchaux de Choiseul, ici, et de Joyeuse, qui assurent le commandement en chef des troupes en Normandie, l'un après l'autre. Et d'ailleurs, comme le spécifiaient très clairement les lettres de provision de Jacques III devait obéissance au commandant en chef dans la province lorsque celui-ci intervenait. Bon, alors en 1693, la menace d'une attaque du littoral bas normand n'est pas négligeable, quoique sans rapport avec celle qui pesait en 1692, et Jacques III consacre ainsi la belle saison 1693 a peaufiné sa stratégie de surveillance et de protection du littoral cotentinais en mettant sur pied deux programmes. D'une part, pour observer et signaler les mouvements de l'ennemi à proximité du littoral, Jacques III fait disposer des sentinelles sur tous les points élevés de la côte, entre les corps de garde existants, avec lesquels ces sentinelles doivent rapidement communiquer en cas de danger. Vous reconnaissez ici le corps de garde de la Pernelle. Et d'autre part, donc, seconde disposition qui vient compléter la première, c'est l'emploi de barques longues et de frégates légères. C'est un bâtiment un peu plus grand et qui porte du canon, comme vous le voyez sur cette gravure, pour des missions de reconnaissance en haute mer, pour aller à la découverte, c'est le terme employé, et rendre compte de la position des bâtiments de guerre ennemis, évidemment indétectables par la simple scrutation de l'horizon depuis la côte. Et je vous montre ici la quille reconstituée d'une frégate qui était visible à Tadine, je ne sais pas s'il est toujours. Elle mesure quand même une trentaine de mètres de long. Donc ces reconnaissances en mer donnent lieu à des rapports qui sont évidemment très utiles pour les défenseurs du Cotentin. Alors, je vais franchir d'un bond les 9 années qui nous séparent du commencement en 1702 de la guerre de succession d'Espagne, 9 années où dans le Cotentin l'activité de Jacques III paraît moins fébrile, d'une part parce qu'il est coiffé par des maréchaux qui commandent en chef dans la province, comme je vous l'ai dit, et puis d'autre part parce qu'après 1695, la Normandie n'est plus réellement menacée par les Alliés. En revanche, en 1694 et 1695, elle l'est très fortement. Ce sont 2 étés consécutifs marqués par des raids ennemis sur les places maritimes normandes. À l'été 1694, c'est le port corsaire de Dieppe, que vous voyez ici, puis Le Havre, qui sont bombardés par des galiotes à bombes, comme ceux-ci sont des bateaux à fond plat, qui sont dotés côté proue de mortiers, lançant des boulets crus remplis de poudre qui mettent le feu aux édifices qu'ils atteignent. Alors dans la foulée, après Dieppe et Le Havre, la flotte anglo-hollandaise se présente devant la Hougue, mais les mesures énergiques prises par Jacques III la dissuadent d'attaquer et elle se replie. Un an plus tard, été 1695, c'est au tour de Granville, le port corsaire bas normand, de subir l'épreuve du feu. La ville et ses faubourgs sont bombardés avec des projectiles incendiaires qui causent apparemment la ruine d'une centaine de maisons, et cela malgré la présence de la redoute dite du Roc, ici, qui venait d'être construite par un disciple de Vauban, l'ingénieur Benjamin Lecombe, que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de la mise en défense de Cherbourg en 1688. Mais bon, disons qu'après ce bombardement de Granville, en 1695, les Alliés n'envisagent plus aucune opération d'envergure aux abords du Cotentin, si bien qu'au tournant du XVIIe siècle, le calme est plus ou moins revenu dans la presqu'île. Et c'est ce moment, cette dizaine d'années, entre 1694 et 1702, pendant lequel, en Basse-Normandie, interviennent prioritairement les ingénieurs militaires. Des ingénieurs qui viennent être regroupés au sein d'un organisme indépendant qu'on appelle le département
des fortifications des places de terre et de mer, et dont le directeur technique est Vauban. Alors, je ne vais pas m'appesantir ici sur les projets et les réalisations locales de ces ingénieurs, ce serait évidemment m'écarter de mon sujet, car Jacques III, vous l'aurez compris, n'a pas la haute main sur les fortifications bas-normandes. Tout au plus doit-il avoir, je cite ses lettres de provision, soin de la sûreté des villes, châteaux, places et forteresses, veiller qu'il ne s'y fasse aucune entreprise préjudiciable et visiter si elles sont en état de défense. Mais au-delà, ce n'est plus de sa compétence, les ingénieurs prennent le relais. Bon, alors je me dois de mentionner quand même les principales réalisations bas-normandes de l'ingénieur de Combes, que vous connaissez tous. Bien sûr, les fameuses tours d'observation et d'artillerie de La Hougue et de Tatillou, qui sont construites consécutivement à la bataille de La Hougue, ainsi que la tour de défense côtière de Port-en-Bessin. Et puis alors aussi quelques projets moins connus, mais toujours de l'ingénieur de Combes, relatifs à la fortification, à la mise en défense d'un certain nombre de havres de la côte nord-ouest du Cotentin, comme ce projet-ci que je vous ai montré précédemment, pour la fosse d'Aumonville, avec donc le creusement sur tout le pourtour de la fosse, ici, d'un, je cite, retranchement pour servir à mettre des mousquetaires et aller à couvert aux batteries. Donc un emplacement stratégique sur lequel, je vous le rappelle, Jacques III, en 1691, avait attiré en vain l'attention du secrétaire d'État à la Marine, et il avait fallu l'électrochoc de La Hougue pour qu'on se décide à mettre ce site en défense. D'ailleurs, un peu plus tard, il est même question, vous voyez, d'aménager un môle pour venir sécuriser davantage encore cette fosse de Montville, mais enfin, cette construction ne se fait pas. Bon, enfin, dernier exemple de réalisation des ingénieurs, c'est la construction, le long des 25 km de la côte de La Hougue, d'une quinzaine de redoutes porteuses de canons. Bref, grâce à l'intervention des ingénieurs militaires, le Cotentin bénéficie en 1700 d'une meilleure protection qu'au terme de la guerre de Hollande, 20 ans auparavant, mais faute d'un port de guerre, il n'est pas encore doté d'un système défensif parfaitement opérationnel. Si bien que Jacques III n'a pas besoin d'attendre que la guerre de succession d'Espagne soit officiellement déclarée en 1702 pour parfaitement mesurer qu'il lui faudra, pour défendre le Cotentin, compter bien davantage sur les troupes hétérogènes dont il disposera que sur l'assez rudimentaire dispositif de défense côtière de la presqu'île. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1701-1702, il travaille notamment à la réforme de la milice en charge de la surveillance des côtes. Donc il projette de rendre plus performante en la restructurant, en l'articulant en une vingtaine de régiments, chacun composé d'environ 500 hommes. Et c'est en s'appuyant sur cette nouvelle organisation régimentaire que Jacques III conçoit un projet pour la mise en défense du Cotentin à l'occasion de la campagne estivale de 1702. Et je voudrais terminer justement en évoquant ce projet qui me paraît particulièrement intéressant. Il s'agit d'un ordre de bataille que Jacques III adresse pour approbation au secrétaire d'État à la guerre, Chamillard, le 13 juillet 1702. C'est un dispositif militaire imaginé pour contrecarrer toute descente ennemie dans le Cotentin et plus particulièrement du côté de La Hougue. C'est un dispositif d'ailleurs qui a été partiellement mis en œuvre durant l'été 1702. Il n'est évidemment pas très facile à interpréter et encore moins à décrire en quelques mots, mais disons que ce dispositif s'articule en deux phases et nous allons suivre tout cela sur des cartes, ce sera plus facile. Deux phases, donc une première phase d'alarme. Et mettons par exemple que la flotte ennemie se dirigeant vers La Hougue en vue d'y faire une descente soit détectée suffisamment tôt. Il faut bien sûr en alerter le plus rapidement possible toute la presqu'île. Et pour ce faire, donc, l'information est transmise au moyen d'un système combiné de signaux visuels et sonores, donc des fumées et des sonneries de cloches. Un signal, vous pouvez le suivre sur cette carte ici en rouge, est émis donc depuis le corps de garde de la Pernelle, qui domine la baie de La Hougue, puis ce signal est relayé quelques kilomètres plus au sud par l'abbaye de Montebourg, qui fait sonner ses cloches, et, je cite,
En même temps que toutes les paroisses et chapelles voisines entendent le son des cloches, elles se mettent toutes à sonner et portent en peu de temps avis dans tout le pays de la vue de l'armée ennemie. Alors une fois l'alarme donnée, s'ouvre la deuxième phase de l'opération imaginée par Jacques III. C'est la phase d'intervention à proprement parler, où les différentes unités stationnées en Basse-Normandie rentrent en action. Alors voici en résumé le plan prévu. D'abord, 8 régiments de milices garde-côtes et des escadrons se forment au nord, à l'est et au centre de la presqu'île. Ils sont ici indiqués en vert sur cette carte. Dans le même temps, 13 autres régiments de milices stationnés dans le sud et l'est de la généralité de Caen donc, se mettent en marche. Ce sont les flèches jaunes ici, et gagnent la paroisse de Kinéville, sur la côte de la Hougue, ici. Enfin, ici en orange, tous les cavaliers en provenance donc des divers pays de la Basse-Normandie se rassemblent à 40 ans, qui est cette place clé qui ouvre ou ferme l'accès au Cotentin. Vous le constatez ainsi, les principaux postes se retrouvent théoriquement défendus. Mais bon, dans le cas où, malgré ces dispositions, l'ennemi réussirait à débarquer sur la côte de la Hougue, Jacques III prévoit un plan B. Plan B consistant en l'intervention de troupes spécialisées au nord et au sud de la presqu'île, ici sont les carrés bleus, pour enverrouiller, si vous voulez, les routes principales, et suivi, si le danger est maximal, du retranchement de la population locale du côté de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ici. Je cite, derrière la Douve, avec tous leurs bestiaux et leurs meilleurs effets. Donc une population qui, vous le voyez, se retrouve protégée humainement vers l'est par toutes les unités en place, et naturellement vers le sud avec la barrière des marais de 40 ans. Donc vous voyez, sous l'angle de la stratégie et de la tactique, cet ordre de bataille est vraiment très intéressant, puisqu'il s'applique à décrire le mouvement et l'action coordonnée des différentes forces armées mobilisables localement en cas d'attaque ennemie de grande ampleur. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur l'activité militaire Jacques III tout le long de la guerre de succession d'Espagne, qui s'achève en 1713, pour la principale raison que l'impact de cette dernière guerre de Louis XIV sur la Normandie, et sur le Cotentin en particulier, reste assez limité. On signalera qu'un tout petit nombre d'agressions, donc en 1703, c'est l'attaque et la destruction partielle d'un convoi de navires marchands par une escadre anglaise du côté de Saint-Jean-de-Thomas, au large de Granville. En 1706, où Cherbourg est légèrement intimidé par la flotte ennemie. Et puis surtout en 1708, où deux tentatives plus sérieuses de descente anglaise ont lieu du côté de Saint-Marcouf et de Cherbourg, mais qui sont efficacement contrecarrées par Jacques III. Donc les grandes manœuvres ennemies aux abords du Cotentin sont plutôt rares durant la guerre de succession d'Espagne. En revanche, beaucoup plus nombreuses sont les actions des corsaires anglo-normands. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, et j'en terminerai par là, c'est sans doute en raison de ce calme relatif qui règne en Normandie dans les dernières années du règne de Louis XIV, sous la minorité de Louis XV, que Jacques III, jusqu'à la veille de sa mort en 1725, peut travailler plus posément à des projets de réforme concernant les forces armées locales qu'il supervise. Donc la noblesse et les milices, milices de la côte, milices du Platéi et des villes. Et c'est par exemple en 1721, alors que c'est maintenant un jeune homme âgé de 77 ans, que Jacques III entreprend avec beaucoup d'énergie le remodelage de la milice bourgeoise de Cherbourg. Cherbourg dont il était le gouverneur. Voilà. Je vais conclure à présent. Avec Jacques III, Louis XIV dispose d'un représentant local compétent et zélé, qui connaît de manière très pratique son art militaire et le territoire où il exerce. Pendant près de 40 ans, Jacques III œuvre à la mise en défense de la Basse-Normandie, en tâchant d'exploiter au mieux les forces hétérogènes qu'il a sous la main, donc la noblesse locale, les milices bourgeoises du Platéi ou de la côte, autant de troupes non professionnelles
qu'il s'efforce de hisser tout au long de sa carrière au niveau de compétence des troupes professionnelles, composées donc de militaires de métier, avec l'objectif de doter la province d'une relative autonomie militaire. Sa défense ne pouvant pas être assurée par les seules troupes réglées, les seuls soldats professionnels que Louis XIV, au cours du demi-siècle de guerre qu'il mène, déploie prioritairement sur les frontières terrestres du royaume et à travers l'Europe. Bref, à sa façon, Jacques III participe au développement considérable de l'outil militaire sous Louis XIV, qui, au plus fort de la guerre, dans les années 1690, mobilise près d'un demi-million d'hommes, milices comprises, c'est-à-dire près de 10 fois plus de soldats qu'au début du règne personnel du roi dans les années 1660. Voilà. Alors, peut-être que Jacques III ne peut pas se prévaloir d'une carrière militaire aussi brillante que celle de son frère cadet Charles-Auguste, le maréchal. Il n'en reste pas moins un auxiliaire très fiable du pouvoir central, et c'est sans doute cette loyauté, ce sens du service, de même il faut bien le dire qu'une conscience très aiguë de ses intérêts et de ceux de sa parenté, couplée à une véritable volonté de faire FER, qui lui permirent de travailler sa vie durant à sa propre élévation et surtout à l'ascension de sa maison, de sa famille dans la hiérarchie nobiliaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cet exposé passionnant. Tu as su rendre compte dans toute sa complexité de la vie et de la carrière de Jacques III. Moi j'avoue que je ne suis pas toujours passionné par les généalogies et les familles, nobles, etc. Et à t'écouter, j'étais absolument captivé, parce que c'est un véritable roman. On pourrait en faire un roman, il y a un côté romanesque indéniable dans ce que tu as raconté. Donc je te remercie infiniment et je suis sûr que tout le monde a été passionné. Il restera malgré tout sans doute des questions. Alors je vais ouvrir le feu, parce qu'il faut toujours ouvrir le feu, et c'est de circonstance je crois. J'ai écouté tout à l'heure ce que tu disais sur le fait que Gigot de Belfond et Foucault avaient pris le pas sur lui lors des opérations militaires, et je réfléchissais aussi à l'articulation de ton propos avec deux parties assez distinctes, et je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. C'est-à-dire en définitive, est-ce qu'il n'était pas trop versaillais, est-ce qu'il n'était pas trop homme de cour, pour finalement être sur le terrain parfaitement efficace et parfaitement respecté, et en même temps, dans ta deuxième partie, on voit bien qu'il y a un ancrage local certain, une réflexion véritable. Donc en fait, comment s'articule sa vie entre Versailles, la cour, parce que c'est un courtisan très efficace, et en même temps, sur le terrain, il est bien présent et il vient présent sur la terre. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette articulation ? Alors d'abord, comme je l'ai montré assez rapidement, les lettres de provision de Jacques III, qui le porte à la lieutenant général de la Basse-Normandie, précise tout à fait qu'il est censé donc représenter le gouverneur de Normandie en son absence. En revanche, lorsque se trouve un commandant en chef dans la province, par exemple Belfond, à ce moment-là, il passe sous l'autorité de ce commandant en chef. Ça, c'est spécifié dans ces lettres. Donc c'est ce qui explique effectivement que, malgré sa connaissance du terrain, mais Belfond connaissait le terrain aussi bien que lui, mais effectivement, je dirais statutairement, il est obligé de se... il le fait d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il le fait avec beaucoup de mauvaise grâce. C'est évident qu'il ne... Voilà. Il refuse, par exemple, d'appeler le commandant-chef Monseigneur, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui est très à cheval sur ses titres, et justement, donc s'entend, alors ça aussi, ça fait partie aussi des politiques, de la politique de Louis XIV, c'est de confier de plus en plus de pouvoir à des administrateurs, et d'en enlever de plus en plus à la noblesse d'épée, pour pouvoir mieux la contrôler. On se souvient de la Fronde. La noblesse s'était dressée contre le roi, et donc on lui rogne les griffes. C'est un peu ce qui se passe pour Jacques III. Et Jacques III, effectivement dans le Cotentin, on le voit, cette année précisément où Belfond intervient, on le voit comme une puce aller dans tous les recoins de la Normandie pour montrer sa présence. Montrer qu'il est bien là, qu'il est bien présent, qu'on ne va pas l'effacer comme ça. Voilà. Donc,
Mais c'est vrai que l'intendant joue un rôle de plus en plus important. Ça m'a même étonné, par exemple, dans le conseil de guerre tenu à La Hougue, il aurait été normal que Jacques III y participe en tant que représentant du gouverneur, mais il n'y est pas. C'est Foucault qui est à sa place. C'est assez étrange. Là, franchement, je ne sais pas comment l'expliquer. Était-il mobilisé sur le terrain? Je ne sais pas. Il devait passer sa vie sur son cheval. Il devait en permanence entre Versailles et la Provence. Alors attention, il faut préciser aussi, mais ça vous le savez tous, que les campagnes ont le l'été. Donc en hiver, ils pouvaient se rendre à Versailles. Voilà. Donc c'est comme ici, les Vallonniers avaient leur hôtel particulier en ville où ils passaient l'hiver, et puis leur manoir un peu plus loin, où ils passaient l'été. Sauf que là, bon, les distances sont plus longues, mais ça revient au même, si vous voulez. Monsieur, avez-vous édité votre brochure sur... Non, précisément. Non, alors c'est en cours de discussion, voilà. J'imagine qu'il y a des questions. Alors, moi, j'ai pas un guidon ou une cornette, mais une estafette, malgré tout, qui peut vous transmettre... Oui, alors le guidon. C'est drôle, quand même. Ouais. Petit officier de cavalerie. Si vous avez des questions. Vas-y. C'est un formidable petit guidon. Parmi les titres que vous avez donnés à Jacques III, oui. Je n'ai pas entendu parler d'un titre que dans le canton de Valognes, on a connaissance, oui. Est-il vrai ou non, puisque la commune de Brie fait partie de l'historique canton de Valognes, et que sur Brie, il y a le manoir de la Lumière. Ah. Et qu'on dit que le prince de Monaco, je lui ai rappelé d'ailleurs, c'était au prince Agnès, est baron de la Lumière. Tout à fait. Confirmez-vous. Je confirme, sauf que c'est une autre branche. C'est son frère cadet, Charles-Auguste. Voilà. Il était... je n'ai pas étudié Charles-Auguste, mais si vous voulez, les terres ont été divisés entre les frères. Jacques III n'est pas... c'est baron, je crois, de la Lumière. Il n'est pas baron de la Lumière, c'est son frère. Voilà. Ça s'explique comme ça, mais effectivement, c'est une terre des Matignon. Vous avez raison. Ah, Janine Bavet, oui. Vous pouvez nous parler de Brickbeck? Oui, c'est ça. Je voulais ajouter, donc, je vous avais dit, puis j'ai une acte de vente, enfin, une acte de vente de 1702. Oui. Mais en fait, Jacques III a acheté la baronnie. Voilà, pour la donner à son frère Charles-Auguste. Oui, mais pour être sûr, enfin, pour assurer l'héritage, parce qu'il se doutait qu'il allait avoir des problèmes avec l'héritage, donc il l'a acheté. Absolument. Mais en 1707, quand Marie de Nemours, moi je l'appelle Marie de Nemours, oui. Marie de Nemours est décédée, le duc de Luynes fait un procès. Ah oui, mais ça, il fait un procès pour la baronnie de Brickbeck. Parce que, j'aimerais me souvenir, il n'avait pas complètement payé, il manquait 50 000 livres, quelque chose comme ça. Donc, le duc de Luynes fait un procès qui dure jusqu'en 1712, et c'est en 1712 que vraiment son frère peut être donc le second maréchal. Tout à fait. C'est exactement. Donc ça a été très compliqué aussi. Ah, mais les procédures pendant 20 ans, c'est bon, je me suis un petit peu, j'allais dire amusé, non pas, c'est pas vraiment le terme, mais je me suis forcé à lire tout ça. C'est très très intéressant. Hein. J'ai envie de vous dire, ça m'a fait penser, quand j'ai lu ces mémoires publiées par des avocats, ça m'a fait penser à la scène, la dernière scène du mariage de Figaro, vous savez, où il y a ce jugement seigneurial, et Figaro se défend en disant que voilà, on joue sur la virgule était avant, après, et puis tout change, le sens change parce que la virgule n'est pas à la bonne place. C'est vraiment ça, c'est on pinaille, on remonte jusque Justinien pour essayer de justifier. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression pratiquement de lire du Molière. Hein. Et les mémoires sont, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais ça fait 30 pages, c'est redondant, c'est terrible à lire, hein. Mais c'est très très intéressant quand même. Et c'est vrai que ça aussi, si vous voulez, c'est vrai que tu disais, Stéphane, qu'il y avait une articulation entre son activité militaire. Moi, je passe ça sa carrière d'aristocrate, parce qu'effectivement, il a multiplié les procès, Jacques III. Et à chaque fois, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre. Donc, pour ses planifications régimentaires, il s'appuie sur des stratégies, il étudie des tactiques, mais de la même façon, pour
pour récupérer ses terres. Voilà, il met en œuvre des stratégies d'un autre genre. Et effectivement, sa querelle avec les Luynes est restée célèbre. Et perd son procès, arrêt du Parlement de Paris, il devait mettre fin en fait au processus, et malgré tout, il continue, il poursuit ses revendications hors système judiciaire, et finalement, force de harcèlement, il finit par les pousser à vendre en fait. C'est pas vraiment une vente d'ailleurs, les 850 000 livres, c'était pour éponger les dettes de la duchesse de Nemours. Alors je précise aussi d'ailleurs, vous parliez de Bricbec, il a essayé de faire la même chose pour Tancarville, qui était aussi une terre des Nemours, et sauf que Tancarville a été acheté par un très riche financier du temps de Louis XIV qui s'appelait Nicolas Crozat. Il a essayé de faire un procès à Crozat, mais il a finalement renoncé. Donc c'est quelqu'un qui fait des procès dans tous les sens pour essayer de réunir la terre de ses ancêtres. Alors après j'ai des explications pourquoi il a fait ça, et ça j'ai un peu développé dans la brochure les raisons peut-être qui l'ont poussé à faire ça. J'ai des explications, mais bon, peut-être que là vous en avez assez, et ce serait voilà, pour une autre fois. C'est qu'il y a des rivalités en fait contre les branches de la famille. Si j'aurais pu vous... Enfin écoutez, si vous avez 2 minutes, je vous montre ça. Et puis après, on va arrêter quand même. Il faudrait que je retrouve voilà, l'arbre généalogique. On va écouter. Voilà. Est-ce qu'on va le voir là? Voilà, ici. Vous notez sur cette carte, ici, il y avait un sentiment, je pense, bon, c'est pas de la psychologie à dessous, hein, ça se lit aussi dans les mémoires de Saint-Simon. Il y avait un sentiment de frustration de la part de Jacques III. Vous voyez, Jacques III, ici, qui recherche ce duché-Berry de façon frénétique. Dans la branche féminine collatérale aînée, ce que vous voyez en rouge ici, ce sont tous les ducs et pairs. Tous ses cousins et cousines, tous ses cousins étaient ducs et pairs. Donc il y a un sentiment de frustration. Voilà. C'est bien un petit câble. Du reste, autre explication, mais bon, je développe ça dans la brochure. Ici, donc, la grand-mère paternelle de Jacques III, Éléonore, s'était mariée par amour avec Charles de Matignon. Et les Orléans-Ville ici, la branche aînée masculine et la branche aînée féminine, considéraient que cette alliance était une mésalliance. Voilà. Parce que Charles de Matignon, c'était un gros de province. Voilà. Et alors que ceux-là ont épousé ici, c'est la famille Gondi quand même, les ducs de Retz. Donc vous voyez, c'est... Et la duchesse de Nemours, par exemple, il y a Saint-Simon décrit que la duchesse de Nemours, qui connaissait très bien Louis XIV et qui était elle aussi à la cour, Saint-Simon nous dit que lorsque la duchesse de Nemours voyait passer un Matignon, elle crachait 6 fois. Donc il y avait cette idée, si vous voulez, une idée je pense, de revanche sociale. L'idée aussi de revenir dans la course. Et vous voyez finalement, le duc et père, il est là, c'est Jacques-François Léonard. Il y en avait beaucoup ici. Par ailleurs, après, ça c'est une autre explication aussi, le lieutenant général de la Haute-Normandie, qui était un Harcourt, Henri d'Harcourt, lui, était duc et père. Voilà. Le lieutenant général de la Basse-Normandie, Jacques III n'était pas. Donc il y a vraiment la volonté pour lui de se mettre au niveau. D'où c'est incroyable de voir cette frénésie. Il est prêt vraiment à dépenser. Il dépense 850 000 livres pour le duché d'Estueville qui ne lui donne pas le titre. Bon voilà, donc il garde la terre, c'est pas forcément une mauvaise affaire parce que vous savez que les terres apportent des revenus considérables, mais il l'avait vraiment acheté pour le titre. Et il n'obtient pas le titre. Et donc il est prêt à tout pour ce titre. Et qu'il n'a pas lui-même, comme vous l'avez vu, mais il l'a pour son fils. Donc c'est cette dynamique de l'aristocratie dans l'Ancien Régime qui est intéressante à étudier. Voilà. Depuis 16 ans, encore si tu me permets, Oui. La première anecdotique, pourquoi il crache 6 fois est passée. La deuxième, un peu plus sérieuse. Évidemment, à travers les documents officiels, on ne peut définir la personnalité du personnage, mais tu as parlé de Saint-Simon, oui, qui l'évoque, etc. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur son caractère, sa personnalité, ce qu'il était en tant qu'homme? Alors, je ne vais pas m'aventurer trop loin.
ce qui ressort de ce que nous dit Saint-Simon. Parfois, Saint-Simon est un petit peu... bon, il est non seulement féroce, mais il a tendance à, quand il a quelqu'un dans le nez, il a tendance à le décrire d'une manière particulièrement... comment dire... bon, on avait compris, quoi. Mais, en l'occurrence, il appréciait Jacques III. Il l'appréciait parce que Jacques III, justement, défendait Mordicus, la cause nobiliaire. C'était le cas de Saint-Simon aussi. Donc, il l'appréciait. Il lui reconnaissait, c'est ce qu'il dit que donc c'était quelqu'un qui était particulièrement avide. C'est quelqu'un extrêmement ambitieux, avide, mais avide d'argent aussi. Mais comme je vous l'ai dit, l'argent, c'est pour arriver à ses fins. Voilà. Et l'expression qu'emploie Saint-Simon dans ses mémoires, il n'y a pas vraiment de portrait de Jacques III par Saint-Simon. Il y a des fragments de portraits tout le long des mémoires. Donc, je les ai rassemblés. Effectivement, ça nous donne un portrait de Saint-Simon. Ce qui en ressort, c'est que Jacques III pouvait faire preuve de libéralité à certains moments, comme le précise Saint-Simon, tout Normand très intéressé qu'il était. Voilà. Donc ça vous donne un petit tableau du personnage. Et effectivement, vous le voyez, j'ai mentionné l'achat, il est prêt à tout pour faire des bonnes affaires. L'achat de l'hôtel à ses pupilles, qui étaient en fait les fils de son beau-frère, le comte de Marsan. Il rachète cet hôtel alors que ses enfants sont mineurs et sous sa tutelle. Il le fait légalement d'ailleurs. Il avait obtenu un passe-droit en quelque sorte. Donc, 10 ans plus tard, les enfants font procès en disant « Mais attendez, vous nous avez acheté l'hôtel alors que nous étions sous votre tutelle, c'est scandaleux. » Et là, Jacques III perd son procès. Donc il est prêt, si vous voulez, à un petit peu toutes les compromissions, je dirais, pour arriver à ses fins. Mais quelque part, il s'inscrit parfaitement dans le paysage de cette époque. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est un ambitieux, ça c'est sûr. C'est un ambitieux. Et qui est très déterminé et très têtu. Ça, c'est ce qui ressort aussi. Voilà. Donc après, je ne pourrais pas vous dire davantage sur sa personnalité. Voilà. Bon. Je ne sais pas si vous voulez d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou est-ce que nous avons fait le tour. Alors, Jacques-François-Léonard, effectivement, a eu un fils et une fille. Jacques III a eu un fils et une fille, Jacques-François-Léonard, et sa fille, Catherine-Élisabeth. Petite anecdote pour terminer, Catherine-Élisabeth, que Jacques III marie avec son neveu. Pour être sûr qu'en cas... Voilà, pour être sûr que si son fils Jacques-François-Léonard décédait, eh bien les biens resteraient dans la famille. Voilà. Oui, on accepte ça assez mal aujourd'hui, je pense. On accepte ça assez mal aujourd'hui, je crois. Oui, enfin bon. Par ailleurs, le prince Albert est un homme charmant. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je rebondirai sur le prince Albert. Je crois que tu parlais tout à l'heure de ton mémoire et madame semblait regretter qu'il ne soit pas édité. Je ne sais pas, il faudrait qu'on voit quelque chose avec la société d'archéologie. On demandera une subvention à Albert et puis on essaiera de faire quelque chose. Ce serait bien quand même. Si ça vous intéresse. Ouais, non, vraiment, je crois que ça méritait. C'est beaucoup plus détaillé. Dans le mémoire, toutes les étapes sont précises. Je vous dis, ça fait effectivement, c'est assez... Mais même tout le travail que tu as fait sur Jacques III mériterait d'être publié, je trouve. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, parce qu'à chaque fois, moi, ça m'apporte beaucoup et ça me permet de travailler davantage sur mon personnage. Merci à vous.